Alors ce soir, un petit live un peu exceptionnel au Petit Palais pour vous présenter l'exposition Sarah Bernard et vous en parler de manière un petit peu plus poussée que ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Et je suis en compagnie d'Annick Lemoine, la directrice du Petit Palais, donc qui connaît un petit peu la vie de Sarah Bernard par cœur. Oui. Et qui sera capable du coup de répondre à toutes vos questions. De vous parler de la vie de cette femme qui est quand même une vie hors norme. Et d'ailleurs, on a eu du mal à trouver un équivalent d'une star d'aujourd'hui qui peut arriver un petit peu à sa cheville. Là, ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt une accumulation de plein de stars. On s'était dit, en fait, on n'arrive pas à répondre à cette question parce que Sarah Bernard, elle est tout. Et c'est un peu Madonna, un peu Beyoncé, un peu Taylor Swift, un peu Lena Situation aussi. Voilà, elle est tout ça à la fois parce qu'elle était absolument hors norme, extraordinaire, incroyable, excentrique. Et on va vous en parler ce soir. Et voilà. Et elle est ici. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ce tableau qui est un peu le chef-d'œuvre du Petit Palais? Oui, alors c'est notre Joconde au Petit Palais, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette expo parce qu'en fait, c'est, vous le voyez, un portrait de star. C'est Sarah Bernard à 30 ans et elle est dans une pose extrêmement sophistiquée, une fausse nonchalance dans son intérieur. Et elle nous regarde de haut, elle nous toise avec son regard extraordinaire bleu. Elle est représentée dans son hôtel particulier, extrêmement fastueux, sur ce divan rouge qui fait ressortir son fourreau blanc de satin. C'est sa couleur préférée. Et il faut aussi savoir que, vous voyez, ça met en scène une silhouette très longiligne qui serait extrêmement à la mode aujourd'hui, mais c'était à l'opposé des canons de l'époque, puisqu'à l'époque, il fallait être beaucoup plus enrobé, c'est pas du tout le canon de l'époque. Et elle, au contraire, elle va mettre l'accent sur cette différence. Et puis, ce tableau, il est très important et symbolique parce qu'en fait, c'était son portrait préféré. C'est un portrait signé par un peintre qui s'appelle Clérin, qui a été son amant et ensuite son ami et son portraitiste attitré toute sa vie, pendant 50 ans. Et c'était son portrait préféré qu'elle a gardé toute sa vie auprès d'elle. Il était sur la cheminée dans son salon. Et lorsqu'elle décède, elle a eu un seul fils, Maurice, et son fils préféré l'offre au Petit Palais, notre musée, là où se tient l'expo. Donc en fait, on est très très fiers. Et il fallait qu'on fasse une exposition dédiée à Sarah Bernard l'anniversaire de sa mort. Elle est morte en 1923. Et on est en 2023. Et l'expo n'est pas ouvert le jour même de l'anniversaire de sa mort, le 26 mars? Pas tout à fait, mais presque. On n'a pas pu. On aurait voulu. On aurait voulu. Alors moi, j'adore ce tableau aussi par la recherche de cette pose. Hein. Ça annonce Marlène Dietrich, Madonna. Elles ont toutes repris cette pose nonchalante. Et puis certains détails, le chien, parce qu'elle adore les chiens. Et le petit détail qu'on voit, si vous regardez bien, d'abord, je trouve qu'elle est extrêmement chic à la mode d'aujourd'hui puisqu'elle a des collants bleus turquoise qui se distinguent, qu'on discerne à peine sous la fourrure de sa robe, avec le petit détail de la mule qui est sur le point de tomber. Donc ça rend le portrait aussi ça donne l'idée d'un instantané. Hein. Oui, on est dans son intimité, suspendu, exactement. Donc alors pour ceux qui viennent d'arriver, on va peut-être vous expliquer qui est Sarah Bernard parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Tout le monde ne la connaît peut-être pas, forcément. Donc, du coup, comment est-ce que tu la résumerais, tous ces rôles qu'elle a eus Alors, tous les rôles. Quand même, Sarah Bernard, c'est la plus grande actrice, la plus grande tragédienne de la Belle Époque, la fin du 19e, début 20e. En 1900, la star absolue du théâtre, c'est Sarah Bernard. Et c'est une star mondiale, la première star de l'histoire. Ça, ça compte le personnage. Ensuite, c'est aussi une femme libre, une femme qui va avoir des amants, des maîtresses, qui elle veut, changer sans cesse. C'est une femme, on disait, qui est libre à la fois dans la façon dont elle va gérer sa carrière d'actrice, sa carrière de femme. Elle élève hors mariage son fils. C'est aussi une artiste. Et ça, c'est une des nouveautés de l'expo. On voulait vraiment montrer qu'elle touche à tout et c'est surtout une très très grande sculptrice et c'est ce que vous voyez autour de nous. Et il faut savoir qu'une peintre, un écrivain, et puis être sculptrice à l'époque, c'est quand même pas rien parce que déjà il y a très peu de femmes artistes et encore moins sculptrices parce que sculptrice c'est une pratique plus difficile, physique. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Sarah Bernard
quand vous voyez son portrait, on dirait que c'est une espèce de grande mannequin d'aujourd'hui. En fait, elle faisait 1m54, elle était toute petite et elle avait une taille de guêpe. On a des costumes ici et on se disait, mais comment elle a pu rentrer dans ces corsets? Voilà, c'est une gamine de 14 ans qui pourrait porter les costumes de Sarah Bernhardt. Donc, toujours des paradoxes. C'est aussi une femme très engagée. Qui va croire et défendre des causes. Elle est très patriotique, elle est contre la guerre. Alors, il y a une guerre qu'on a tous oubliée de 1870 contre les Allemands et elle va convaincre le directeur du théâtre de l'Odéon, où elle joue, de transformer le théâtre en hôpital et elle est là, elle soigne les soldats du matin au soir. Ensuite, pendant la guerre de 14-18, elle a près de 70 ans, elle a une jambe en moins. Elle est portée dans une chaise porteuse et elle va sur le front jouer, remonter le moral des soldats. Ah oui. Et puis elle est contre la guerre, la peine de mort. Donc elle va jouer au cinéma une mère de condamnée à mort et elle va défendre Dreyfus, pour ceux qui connaissent, voilà, une des grandes affaires de la fin du 19e. Quand elle croit en quelque chose, c'est aussi quelqu'un de entier. Fait tout. Et puis c'est une excentrique qui faisait du buzz sans cesse. Oui. Tu as une anecdote, je crois, sur cercueil. Oui. Alors, Sarah Bernhardt, elle arrive à faire le buzz avec la mort. Elle a un goût pour le morbide. Et en fait, elle avait un cercueil chez elle. Comme tout le monde. Comme tout le monde, évidemment. Et elle raconte qu'elle aime dormir dans son cercueil, elle aime apprendre ses rôles dans son cercueil. Un cercueil très précieux, d'un bois très précieux, capitonné de blanc. Et comme ça fait le buzz, elle va aller plus loin, elle fait toujours ça, Sarah Bernhardt. En fait, elle tire parti des scandales pour faire parler d'elle, évidemment, il y a des jaloux, des détracteurs. Elle va aller au-delà et donc elle invite un photographe à venir la photographier dans son cercueil et elle fait une mise en scène mortuaire. Elle s'allonge, les yeux fermés, les bras croisés sur sa poitrine avec des fleurs et elle mime d'être morte dans son cercueil. Ça va devenir une carte postale et ça va être tiré par millions et avoir un succès fou cette photo. Ah d'accord, donc les gens sont allés acheter cette carte postale. Oui. Comme quoi. Ça peut peut-être donner des idées. C'est possible. Et puis par exemple, son animal totem, c'est la chauve-souris. Donc elle a des broches chauve-souris, des coiffures chauve-souris, elle a des objets, des vases en chauve-souris. C'était son animal, un des animaux fétiches, parce qu'elle aime beaucoup les animaux, Sarah Bernhardt. Et par exemple, dans son intérieur fastueux, il y a Ali Gaga. Alors, qui est Ali Gaga? Ali Gaga, c'est pas Lady Gaga, parce que voilà, ça a déjà été inventé avant et par Sarah Bernhardt, et c'est son alligator. Sarah Bernhardt, chez elle, elle a des chiens, des chats, des lionceaux, des léopards et un alligator. Et elle aime beaucoup boire le champagne. Dans l'exposition, vous pourrez voir ces coupes de champagne sur lesquelles ont trempé les lèvres de Sarah Bernhardt et peut-être les lèvres de l'alligator, parce qu'on dit qu'il serait mort d'avoir trop bu de champagne. Ça, c'est Sarah Bernhardt. Voilà, en toute simplicité. Exactement. Comme une overdose de champagne pour l'alligator. Et les anecdotes sont très très nombreuses, hein. Elles sont sans fin. Donc comme elle aime les animaux, elle aurait voulu se faire greffer au-dessus des fesses une queue de, je ne sais plus si c'est de léopard, de panthère. Et voilà, les exemples sont sans fin. Mais il faut venir voir l'exposition du Petit Palais pour découvrir tous ces objets. Et toutes ces excentricités. Et puis chez elle, c'était un faste de tissus, de peaux de léopard justement, d'objets. Elle collectionne, elle vit avec les artistes, elle est très amie des artistes. Donc c'est la bohème de Paris fin de siècle. Ils se déguisent, ils font la fête sans cesse toute la nuit. C'est quelqu'un qui dort jamais. Sous l'alligator aussi du coup. Sous l'alligator. Elle s'arrête jamais. Elle est un peu hystérique ou extrêmement hyperactive. Oui. Et un de ses amis raconte qu'en fait, elle n'arrête jamais. Elle passe du coq à l'âne, elle apprend ses textes à 4 heures du matin. Elle est, enfin voilà, elle veut une vraie artiste. Une vraie artiste. Comme on peut s'imaginer, le mythe un petit peu de l'artiste un peu qui se dévoile partout sur tous les sujets. C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Ah. Qu'est-ce que représente le tableau qui est juste derrière vous?
Ah ben c'est Sarah Bernard, justement. Oui, oui. C'est la fameuse Sarah Bernard qui est sous son navigateur. Alors c'est Sarah Bernard à 30 ans. Elle commence à être très célèbre au théâtre et elle est représentée ici, vous voyez, en star, dans une pose faussement nonchalante dans son intérieur, avec son divan recouvert de satin, les grandes plantes, hein, c'est typique de la fin du 19e siècle, un intérieur très riche, fastueux, de stars. Et ce que je trouve très beau, et ça c'est le choix de l'artiste, hein, c'est Clérin qui était son amant et ensuite son ami, c'est qu'il fait exprès de nous positionner en dessous. Vous voyez, on la voit d'en dessous, donc elle nous domine. Elle nous regarde de son regard, ses yeux bleus comme ça, elle nous transperce. Et ça, c'est une véritable mise en scène de star, parce qu'on est obligé de se mettre à ses pieds, enfin, on la regarde d'en dessous. Et ensuite, c'était son portrait préféré, qu'elle a gardé toute sa vie auprès d'elle. C'était une telle star que tout le monde voulait la photographier, la peindre, la dessiner. Mais c'est ce portrait-là qu'elle garde toute sa vie, sur sa cheminée. Et c'est très symbolique et très émouvant parce que son fils, elle a eu un seul fils, son fils chéri, Maurice, l'offre au Petit Palais. Oui, elle était proche de son fils en plus. Très proche. Elle adorait son fils, c'est peut-être l'homme de sa vie. Oui. Et Maurice, et nous on en est très contents, il l'offre au Petit Palais ici. C'est la raison pour laquelle on voulait faire cette exposition, entre autres. On n'irait pas voir maintenant aussi parce que Sarah Bernard, donc sculptrice, comme on a pu voir dans cette salle, autrice aussi avec les livres. D'ailleurs, les gens demandent quelles sont ces sculptures, qu'est-ce qu'elles représentent. Alors Alors les sujets, mais par exemple celui-ci, c'est un portrait. Elle aime beaucoup faire les portraits de ses amis. Et là, vous avez la tête, un buste en marbre de Louise Abéma. Louise Abéma, c'est une peintre de l'époque et c'est surtout une amie et son amante. Et elle va rester liée à Louise toute sa vie. Louise va rester liée à Sarah Bernard. Louise Abéma va n'avoir de cesse toute sa vie de peindre Sarah, et Sarah la sculpte. Et alors il y a une autre œuvre, si on peut aller la voir, de l'autre côté, c'est possible. Alors, parce que pour montrer cette amitié entre ces deux femmes artistes, et qui n'est pas qu'une amitié, qui ont été amantes, elles ont fait sculpter leurs propres mains. Alors on vous le montre de loin, vous viendrez la voir. C'est cette œuvre-ci. Et en fait, vous voyez, c'est très émouvant. Je trouve ça génial. Et vous avez les deux mains des deux amies, des deux amoureuses, et elles ont signé leurs mains. Ici, vous avez la signature de Louise Abéma et de l'autre côté de Sarah Bernard. Et c'est en bronze, donc en plus, donc un matériau très très dur. Ça veut dire qu'à jamais elles sont liées. Et elles vont rester liées toute leur vie, jusqu'à leur mort, l'une et l'autre. À la fin, elles sont pas d'ailleurs souvent ensemble à la fin de. Elles vivent pas ensemble à la fin de la vie de Sarah Bernard. Non. Oui, si, elles sont toujours ensemble. On finit l'exposition sur une photo c'est celle-là, de Sarah Bernard dédiée à son amie de toujours, Louise Abéma. Donc l'exposition, c'est aussi l'occasion de découvrir cette artiste Louise Abéma, cette peintre que personne ne connaît. Qui a fait ce tableau, il me semble. Et c'est elle qui a fait ces deux tableaux, dont ce magnifique tableau où vous voyez à nouveau l'intérieur de Sarah Bernard. Sarah Bernard, vous la reconnaissez parce qu'elle est toujours en blanc. C'est sa couleur préférée. Là, vous l'aviez vue dans son fourreau blanc qui dessine sa ligne. Et là, vous la voyez dans une très jolie robe blanche ornée d'une fourrure ou de dentelle, une fourrure noire. Parce que Sarah Bernard, c'est une icône de la mode. Hein. C'est elle qui va... C'est son côté Léna Situation. C'est ça. Et qui va influencer d'ailleurs aussi la mode. Tu me disais avec les ceintures. Oui, en fait, Sarah Bernard, elle a toujours des costumes de scène comme des costumes de ville, et elle fait attention à sa tenue, qu'elle soit sur les planches, au théâtre ou au cinéma plus tard, ou dans sa vie de tous les jours. Elle fait appel aux plus grands couturiers. Donc sa couleur préférée, c'est le blanc. Et puis son accessoire fétiche, c'est la ceinture. Elle est en fait très à la mode de son temps. Sacha Guitry, qui était un autre très grand acteur, disait que si elle revenait, elle serait de son temps. Moi, je pense qu'elle le serait encore aujourd'hui. Et notamment, l'accessoire fétiche de Sarah Bernard, c'est la ceinture qu'elle porte en taille basse, en taille haute, ornée. Là, il y en a ici. Et elle aime les ceintures, que ce soit... quand elle est actrice ou que ce soit quand elle est... Ici, par exemple, on peut voir sur les photos qui sont là, justement. Effectivement, il y en a une... Une là. Excuse-moi. Ça, c'est Sarah Bernard en Théodora. Et vous voyez l'importance qu'elle accorde, si ça se voit, aux ceintures. Là, il y a deux ceintures, l'une par-dessus l'autre. Et là encore. Voilà.
On est dans la... Alors ici, vous êtes dans la galerie des grands rôles. Et elle en a eu plusieurs, énormément. Énormément. Et à chaque fois, c'est un succès immense. Qu'elle ne joue pas d'ailleurs qu'en France. Ah non. Elle joue dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est pas que l'Europe, il y avait en Océanie, on peut le voir après plus tard dans l'exposition. Ouais. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, En Égypte. en Afrique, enfin au nord de l'Afrique. Aux États-Unis, dans tous les coins des États-Unis. Elle a joué partout, Sarah Bernhardt. Et surtout, sa petite spécificité, c'est que les affiches de Sarah Bernhardt, elles sont faites par un artiste que certainement vous avez déjà vu quelque part, parce que son esthétique est beaucoup reprise. Et beaucoup reprises, ces affiches sont faites par un grand artiste de cette époque qui est Alphonse Mucha. Et que vous voyez derrière nous, ça c'est la première affiche qui va lier Sarah Bernhardt à Alphonse Mucha. Et là à nouveau, Sarah Bernhardt en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement audacieux, aventurière, et elle ose tout. Elle croit en elle et elle croit en ses choix. Et en fait, c'est elle qui va lancer la carrière d'Alphonse Mucha. On est à la veille du jour de l'an. Elle va monter cette pièce Gismonda. Il n'y a pas d'affiche, elle est furieuse et elle veut absolument que Paris soit couvert d'affiches annonçant sa pièce où elle joue le premier rôle. On trouve personne, ils sont tous partis, c'est Noël, c'est les fêtes. Et on lui propose ce très jeune artiste, un artiste tchèque, Alphonse Mucha, qui va faire cette proposition. Et il est connu de personne. Et elle croit en lui, elle trouve ça extraordinaire, elle adore. Parce qu'il faut penser aussi qu'à l'époque, les affiches, en fait, ne montrent jamais les actrices, les acteurs. En fait, c'est des listes de noms. Et là, elle est au premier rang, en grand, sublime, dans un costume à l'antique. Tout est très stylisé. Vous voyez ces couronnes extraordinaires de fleurs. Elle est dans une sorte d'alcôve. Avec tout est stylisé, avec des détails merveilleux comme ce petit fou qu'on voit ici. La police. On annonce même la police. Et ce sont tous les éléments qui vont annoncer le style, ce qu'on appelle l'art nouveau. Très décoratif, très floral, qui est typique de la fin du 19e, début 20e, ce qu'on appelle la fin de siècle, l'époque, la belle époque, 1900. Et à partir de cette affiche-là, Gismonda, Sarah Bernhardt va faire d'Alphonse Mucha, elle va lui proposer un contrat d'exclusivité et toutes les affiches, les décors, certains costumes de Sarah Bernhardt seront dessinés par Alphonse Mucha. Donc elle lance la carrière de Mucha. Même les costumes. Même certains costumes. D'accord. Oui. Et de nombreux couturiers ont fait des costumes pour Sarah Bernhardt. Alors, il faut aussi, Sarah Bernhardt, elle a un succès immense, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Elle regarde tout, tous les détails lui importent. Et par exemple, quand elle joue dans certains rôles, alors on revient sur Théodorin, qui est une reine antique. Et en fait, elle va aller jusque regarder les décors des basiliques de Ravenne en Italie pour s'inspirer des décors de mosaïque paléo-chrétienne, puisque la pièce se passe à la même époque, pour proposer ce type de costume extrêmement riche, fastueux. Vous voyez là, tout fait d'or et de pièces précieuses. Et puis, il faut se dire, il faut venir voir l'exposition parce que c'est extrêmement rare de conserver les costumes de l'époque. Il faut que vous pensiez que Sarah Bernhardt, elle les a portés, on était à la fin du 19e, en 1900, et on a encore ces costumes qu'elle a amenés dans le monde entier pendant ses tournées. Et ils sont encore conservés. Alors, certains sont abîmés parce que c'est fragile. Enfin, c'est des costumes qu'elle portait. Puis là, vous voyez sa tiare. Et tout ça, c'est comme les péplums américains ou les grandes séries. Hein. C'était vraiment... les décors étaient à l'image de ces costumes faits de pierres précieuses, dorées. Ça brille. Ça lui permet d'incarner de manière encore plus totale ses rôles. Et Sarah Bernhardt, quand elle joue... Elle adore mourir sur scène. Elle adore mourir et les rôles un peu tragiques. Et donc, elle va le vivre totalement. Et quand elle meurt sur scène, elle dit qu'après, elle a les jambes qui tremblent, qu'elle n'arrive plus à se lever. Enfin, c'est quelqu'un qui vit tout très intensément, à fond. Il y a un autre rôle que j'adore, c'est Cléopâtre. Ah oui, puis alors là, ce qui est fou, c'est pareil, c'est la qualité de ces pièces qui sont absolument qui n'ont pas bougé. On a l'impression qu'elles n'ont pas bougé, qu'elles auraient pu être faites. Alors là, vous voyez
vous voyez les parures que Sarah Bernhardt a portées pour jouer le rôle de Cléopâtre. On connaît Cléopâtre, voilà, grande star de l'Antiquité. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, pour faire cette expo, il y a eu beaucoup de collectionneurs privés qui nous ont prêté des œuvres. Il y a encore des fans de Sarah Bernhardt, ils vivent avec que des œuvres de Sarah Bernhardt dans leur appartement. Et ça, c'est la comtesse de Ribes qui nous a prêté ses parures et la Bibliothèque nationale. Et là, vous avez, alors comme on avait déjà parlé de l'accessoire, ça c'est sa ceinture, enfin les éléments constitutifs de sa ceinture. Vous avez derrière un pectoral, un pagne, une espèce de tiare, ça brille, c'est fait de turquoise. Ah, il y a une question? C'est justement pour se dire qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Oui, n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs. Hein. Oui, sinon moi je vais monopoliser la parole pendant tout le temps. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous en poser. Il y a Héloïse derrière qui est la moitié d'Artémis qui lit toutes vos questions et qui peut nous les transmet. Voilà. J'avais une question basique sur est-ce qu'elle avait beaucoup voyagé, quelle pièce quelle pièce connue alors, les pièces connues, il y en a là déjà. Celles plus emblématiques. Alors Cléopâtre, Jeanne d'Arc, l'Aiglon. Alors l'Aiglon par exemple, l'Aiglon ça fait justement partie des rôles d'hommes qu'elle a joués. Et là c'est ce qu'on a voulu montrer, vous voyez, sur cette simèse, sur ce mur. Parce que Sarah Bernhardt, évidemment, les rôles les plus importants, c'était souvent des rôles d'hommes. Et donc, évidemment, Sarah Bernhardt, elle voulait jouer les rôles les plus importants. Et aussi, les rôles d'hommes, ça lui permettait de pouvoir proposer un panorama, un éventail très large de sentiments, de drames. Et c'était très adapté à sa silhouette, parce que comme elle était très fine, très longiligne, là, vous la voyez, par exemple, en Pierrot, en fait, elle avait l'air d'un homme assez facilement. Et donc, elle a joué Pierrot assassin. Mais elle a aussi joué Hamlet, c'est une des pièces très célèbres de Shakespeare, on remonte au XVIIe siècle. D'ailleurs, il y a l'affiche faite par voilà l'affiche de Mucha d'Hamlet, ou bien elle joue Lorenzaccio. Et l'un de ses rôles les plus célèbres, alors que personne ne connaît aujourd'hui, mais c'était le plus célèbre à l'époque, c'est l'Aiglon. L'Aiglon, c'est le fils de Napoléon, qui a une fin tragique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va jouer à 56 ans le rôle d'un jeune homme de 20 ans et ça va avoir un succès de dingue. Ça veut dire qu'elle arrive à incarner et faire croire qu'elle a vraiment 20 ans en jouant son rôle. Et puis Sarah Bernhardt, c'est toujours elle qui fait tout avant tout le monde. Elle s'est fait le premier lifting, ça se faisait absolument pas à l'époque. Et elle s'est fait couper les cheveux courts pour jouer l'Aiglon. Et ça, c'est la première fois qu'une actrice fait ça dans l'histoire. À l'Aiglon, on le voit plutôt à la fin. On le voit plutôt à la fin. Une question. Une question. Est-ce qu'elle a lié la peinture, la sculpture et le théâtre en même temps, ou est-ce que c'était des périodes précises de sa vie? Non, elle a fait en même temps. Tout en même temps. Alors, elle a toujours aimé un peu peindre, dessiner, et la sculpture, elle commence aussi à un moment où effectivement sa carrière d'actrice fonctionne un peu moins bien. Donc, elle a un peu plus de temps. Et elle va se dédier à apprendre la sculpture parce que c'est quand même extrêmement ardu, difficile. Et quand elle fait quelque chose, de toute façon, elle se plonge entièrement. Et puis je pense qu'elle dormait très très peu. Donc elle arrive à mêler les deux. Et vous verrez dans l'exposition, à la fin de sa vie, par exemple, elle se remet à la sculpture et elle invente des choses incroyables. En fait, elle a une maison en Bretagne, à Belle-Île. Et elle aime ramasser les algues, les coquillages, comme on l'a tous fait, mais ça l'inspire pour faire des sculptures extraordinaires, très modernes, en forme d'algues ou de coquillages. Et donc là, elle renouvelle. Vous avez ce qu'on a vu au début, c'était des portraits un peu classiques, enfin naturalistes. Et puis à la fin, elle invente des sculptures en forme d'algues. Oui. Et ça, c'est Sarah Bernhardt. Elle invente tout le temps. Et elle menait les deux de front. Et par exemple, c'est aussi une femme d'affaires, Sarah Bernhardt. Donc quand elle fait ses tournées, elle amène ses sculptures pour les vendre aussi parallèlement grâce au succès de ses pièces. Elle ne perd pas le nord. Non, du tout. Comment a-t-elle commencé le théâtre? Alors, je l'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est pas comme ça une vocation. C'est que quand elle était jeune, comme ça arrive très souvent à l'époque, elle est née en 1844. Donc il faut penser qu'on est à la fin du 19e siècle et en fait on veut la marier.
Elle n'a même pas 18 ans et elle veut absolument pas se marier. C'est trop tôt, elle n'a aucune envie et donc elle dit non. Et elle refuse systématiquement, donc c'est un peu un désastre, un drame dans la famille. Et alors on va réunir, il faut aussi savoir, en fait sa mère est une courtisane prostituée de l'époque, sa sœur, sa tante aussi, et on ne sait pas très bien quoi faire d'elle. Elle a un caractère très fort et donc on réunit un peu un conseil de famille. Et il y aura le comte de Morny qui est l'un des, un des amants ou clients de sa mère qui lui dit « Mais tiens, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas du théâtre ? Elle a un caractère très fort, mettons-la au conservatoire. » Alors elle ne sait pas très bien ce que c'est, elle se dit « Pourquoi pas, au moins comme ça elle échappe au mariage ». Et c'est comme ça qu'elle commence. Et elle va, par exemple, pour rentrer au conservatoire, on est censé connaître une pièce antique. Elle va lire Les Fables de La Fontaine. Donc elle fait toujours tout en décalé. Mais ça marche. Mais ça marche. Et c'est pas un succès immédiat. C'est petit à petit. Elle est très très persévérante, Sarah Bernhardt. Donc conseil de Sarah Bernhardt. Ne pas vous marier, ça peut vous mener très loin. Non, et vous choisissez. C'est vous qui choisissez, parce qu'elle s'est mariée à la fin. Mais c'est elle qui va choisir. Si vous voulez rentrer au conservatoire, sortez des sentiers battus. Voilà. Effectivement. D'ailleurs, alors on peut rajouter un troisième conseil, c'est être audacieux et croire en tout et en soi, parce que à 9 ans, elle décide d'une devise qu'elle va conserver toute sa vie, et c'est quand même. Et en fait, c'est son petit cousin qui la nargue et qui lui dit « Oh, t'arriveras pas à enjamber, sauter par-dessus un ruisseau ». Elle dit bah, « Si, quand même ». Évidemment, elle est petite, elle essaye une fois, ça marche pas, deuxième, troisième, et à la fois, quand même, elle va parvenir. Et elle va décider que ça va être la devise de sa vie. Donc, soyez persévérants. Voilà. Et puis, tout ouvrez oser. Toutes les portes, osez, au pire, on vous dit non. Sarah Bernhardt, en fait, elle a aucune frontière, aucun interdit. Elle déteste qu'on lui dise non et qu'on mette des interdits. Tout est possible. Donc là, vous avez encore, là aussi, les fameuses affiches de Mucha dans les rôles masculins qu'elle a pu jouer. Et là, on se dirige vers... On continue, hein, parce qu'il y a encore plein d'affiches d'Alphonse Mucha qui sont... Ça, c'est une de mes préférées. Absolument magnifique. C'est Médée et terrifiante. Et je trouve qu'elle est extrêmement... Elle est superbe. Magnifique. Elle est vraiment géniale. Elle est très bien conservée aussi. Hein. Oui. Incroyable. Et c'est pour ça que je dis que Sarah Bernhardt, elle pourrait être d'aujourd'hui, parce que on aurait cette affiche avec des couleurs un peu plus fortes, et j'en suis certaine que ça aurait un immense succès. Et donc là, on a encore le fameux costume d'un de ses rôles, Jeanne d'Arc. Là, vous la voyez en Macbeth. Là aussi, elle est terrible. Regardez le regard qu'elle a. Elle arrive à incarner. On disait que c'était la princesse des gestes et des attitudes. Il faut penser qu'elle joue en français. Tous les rôles dont on a parlé, hein, que ce soit Shakespeare, cet auteur anglais, que ce soit la Dame aux Camélias, elle joue en français dans le monde entier, et à chaque fois c'est un succès incroyable en français. Et je pense que la plupart du temps le public ne comprenait rien, mais d'abord c'était une star, donc il fallait y être, c'est-à-dire qu'il fallait dire qu'on avait vu Sarah Bernhardt. Et après elle incarnait tellement intensément par son attitude, ses regards, ses gestes, ses costumes, ses parures, que ça marchait, la magie. Et en plus, le côté... Alors pour ceux qui viennent nous rejoindre là maintenant, tout de suite, on est actuellement au Petit Palais avec la directrice du Petit Palais, Annick Lemoine, qui nous présente l'exposition Sarah Bernhardt, qui est absolument passionnante et qui parle de cette femme qui a été actrice, peintre, sculptrice, autrice, influenceuse avant l'heure, la première grande star du monde. Femme d'affaires, directrice de théâtre. Voilà, tout fait dans le CV de 15 pages. Et là, on va continuer dans une salle qui montre justement ce côté influenceuse de l'époque. La situation de l'époque. Alors, dans cette salle, l'exposition montre du coup des affiches. Ah, on n'est pas suivi. On a perdu. On continue. Là, c'est un autre tableau de Georges Clérin, son fameux. Ça, vous vous souvenez, Georges Clérin, c'était son amant, son ami, c'est lui qui a fait le portrait de Sarah Bernhardt en star qu'on a vu au début, pour ceux qui étaient déjà là au début. Et là, vous la voyez dans un autre rôle complètement dingue, avec ses costumes incroyables, sa parure, elle a l'air un peu hallucinée. Toujours minimaliste. Toujours. Sarah Bernhardt. Une question. A-t-elle vendu beaucoup d'œuvres dans sa vie ?
Oui, elle en a vendu. Oui, oui, oui. Elle tire parti toujours, comme je le disais. Hein. Par exemple, à Londres, quand elle arrive avec dans ses valises. Alors, il faut savoir que quand elle voyage, elle n'a pas une valise. Quand elle est arrivée à Londres, on raconte qu'il y a eu 3 jours. 3 jours ont été nécessaires pour faire l'inventaire de ses 80 malles, 400 chaussures. 80. Et il y a aussi des œuvres, ces sculptures qu'elle vend. Qu'elle vend parallèlement en marge de ses spectacles. Et par exemple, elle en présentait dans les expositions universelles. En fait, à l'époque, il y avait des grands salons, des grandes expositions internationales, et c'est là qu'elle s'est fait connaître comme sculptrice. En fait, dans ces grands salons, il y avait à la fois ses œuvres et puis évidemment de nombreuses peintures de Sarah Bernard par d'autres artistes. Donc elle était toujours très... C'est un côté un peu méta. Très présente. Exposée, exposante. C'est ça. Partout. C'est ça. Et à qui on pouvait la comparer Alors on s'est posé cette question. Et on a eu du mal, donc on va vous dire un petit mélange de... Oui. Si En on fait, mélange... Elle est tellement incroyablement active, tout avec 1000 visages, 1000 vies, que Sarah Bernard, c'est à la fois Beyoncé, Rihanna, Selena Gomez... Voilà, on s'est dit Taylor Swift. Voilà. Ouais. Madonna, pour les plus anciens. Oui, Lena Situation pour le côté influence. Parce que Charlie D'Amelio pour ceux qui sont sur TikTok aussi. Parce que c'est un mélange. C'est une star, elle agit comme une star, elle est hyper excentrique, elle fait du buzz sans cesse, des scandales, mais c'est aussi une femme hyper engagée, libre, passionnée. C'est une icône de mode, c'est une influenceuse. Ben d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous montrer. On va vous le prouver qu'elle est tout ça en fait. Oui, Sarah Bernard a posé pour des sardines. Comme quoi, hein. Alors, oui, là on est... Ah oui. Donc on fait un petit récap pour ceux qui nous rejoignent. On est dans l'exposition au Petit Palais de Sarah Bernard et je suis en compagnie de la directrice du Petit Palais qui est venue nous parler aujourd'hui de cette femme absolument incroyable. Et là on est dans l'angle, enfin on est dans la partie de l'exposition qui parle de son rôle plutôt d'influenceuse qui prête son image à des marques. Et à nouveau, ça vous semble tout à fait commun, normal. C'est la première fois. Sarah Bernard, elle va vendre son nom et sa silhouette. C'est la première aussi à se faire payer pour être photographiée. Et puis évidemment, comme c'était une star incroyable, tout le monde veut la photographier. Mais là, alors évidemment, voilà, ça c'était les affiches de l'époque. Et comme elle a cette silhouette très fine, reconnaissable et très très fine, qu'on critiquait énormément. Hein. Ça n'a pas changé, comme vous pouvez le voir. On l'appelle, enfin voilà, le fil de fer, l'asperge. Mais elle va en jouer et du coup, elle est extrêmement reconnaissable très facilement. Et elle va accepter qu'on utilise son image et son nom pour faire vendre, alors des sardines, c'est ce que vous voyez ici, saupiquer, mais aussi la poudre de riz pour se maquiller, pour se mettre de la poudre sur le visage. Le make-up, les biscuits lus, ça existe encore aujourd'hui. Et là, c'est aussi une affiche de... Voilà, c'est Mucha qui va faire aussi l'affiche de sa publicité. Et là, c'est Sarah Bernard qui fait vendre des biscuits. Et puis, il y avait de l'absinthe, de l'alcool, elle fait vendre des cigares. Donc, c'est inimaginable à l'époque. Et évidemment, elle touche des dividendes dessus. Et alors, elle dépense énormément. En fait, elle gagne beaucoup d'argent, mais elle dépense tout le temps. Ça aussi, c'est très star. C'est elle aussi, et donc c'était très émouvant d'en avoir quelques-uns encore aujourd'hui. En fait, c'est pas elle qui invente l'autographe, mais c'est elle qui en abuse. Qui l'exploite. Voilà. Elle signe toutes ses photos. On vend dans le monde entier des photos de Sarah Bernard et elle les signe. Elle signe les autographes les uns après les autres, notamment celle avec son cercueil, par exemple. Alors, c'est pas la photo qu'on voit ici, et à chaque fois, c'est. Si vous pouvez voir là, hop. Voilà, vous voyez ça. Donc là, c'était en Australie. Sarah Bernard ici. Habillée en blanc, comme on a dit au début de l'exposition, sa couleur favorite. Exactement. Et là, le fameux rôle de l'aiglon. De l'aiglon en homme. Donc, elle joue un militaire de 20 ans alors qu'elle en a 56 ans. Et pour ce rôle, elle se coupe les cheveux, elle ose se couper les cheveux, ce qui est totalement nouveau, inédit. Aucune actrice au monde n'avait osé se couper les cheveux pour jouer un rôle d'homme à ce moment-là. Et puis Sarah Bernard n'a peur de rien, donc quand le cinéma naît, c'est au début un cinéma muet, elle y va. Alors qu'on regarde ça un peu de haut,
Et puis vous voyez, c'est assez amusant, comme Sarah Bernhardt c'est une star, évidemment on va la critiquer. Elle est d'origine juive, alors on va évidemment, il y a un antisémitisme immonde à ce moment-là et on en abuse. Qui ne s'arrêtera pas là. Qui ne s'arrêtera pas là. Et là vous voyez par exemple, c'est une assiette dédiée à Sarah Bernhardt, mais dénommée le salsifis puisqu'on se moque de sa taille fine et de sa silhouette longiligne. Et puis après, il y a des éventails, Sarah Bernhardt. Elle fait faire aussi des produits dérivés. C'est la première influenceuse. Et puis alors, quand Sarah Bernhardt voyage dans le monde entier, elle a toujours des tenues, que ce soit sur les planches au théâtre ou en ville, elle a toujours des tenues extraordinaires, extrêmement sophistiquées. Elle fait appel à tous les couturiers, grands couturiers de l'époque. Et donc, quand Sarah Bernhardt arrive, tout le monde, toutes les femmes veulent s'habiller comme Sarah Bernhardt. Donc, elle déclenche les phénomènes de mode et c'est elle qui fait connaître le luxe français. C'est une icône de mode français, icône de mode, pardon, française, et elle est la première ambassadrice du luxe français. C'est dingue, c'est vraiment le star system tel qu'on le connaît aujourd'hui. Elle a mis les bases, les fondations pour ça. Il y avait une question, je crois. Pourquoi elle jouait des rôles d'hommes? Alors, elle jouait des rôles d'hommes parce que, en fait, ça lui permet, c'est ce qu'elle dit, de pouvoir jouer des rôles très très différents, des sentiments variés, des comportements. Et puis, c'est souvent des rôles aussi, à cette époque-là, les rôles d'hommes, ils sont plus intenses, plus dramatiques, souvent plus importants. Et elle veut être aussi importante que les acteurs et aussi célèbre. Donc, rien ne l'arrête. Elle veut tout tenter, tout tester. C'est une actrice, donc elle peut autant jouer un rôle de femme que d'homme. Et d'ailleurs, elle a autant de succès dans des rôles d'hommes que de femmes. Il y avait une autre question, je crois, que j'ai vue, sur qui étaient ses parents, si elle était issue d'un milieu bourgeois. Tout à fait. Non. Pas du tout. Ce n'est pas du népotisme. Pas du tout. Personne dans le théâtre. En fait, sa mère était une courtisane. Ça veut dire une prostituée de l'époque. Sa tante aussi. Elles viennent de Hollande au départ. Toutes les deux, elles sont montées à Paris. Et son père était un des clients de passage de sa mère qu'elle a très peu connu. Et elle a été élevée par sa mère. Alors, ce qui est dingue aussi, c'est que donc elle joue en français dans le monde entier, mais elle a été, ce qu'on faisait souvent à l'époque, mise en nourrice en Bretagne. Et donc jusqu'à, je crois, c'était l'âge de 5 ans ou 7 ans, elle parle le breton et elle ne parle pas français. Mais ensuite, ça va devenir une star qui va jouer dans le monde entier. Sarah Bernhardt, elle a traversé tous les continents. Elle a joué en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Égypte, en Argentine, en Amérique latine. Et quand elle part aux États-Unis, par exemple, on lui affrète un train. Elle a son propre train. Et là, c'est ce que vous voyez. Si vous venez voir l'exposition, et vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour le faire. Le 27 août exactement. Vous pouvez partir en train, vous asseoir dans le train de Sarah Bernhardt et jouer avec du multimédia qui vous permettra de vraiment voyager avec elle. On a des photos fabuleuses, on la voit arriver, là elle est devant son train avec toute sa cour à Londres, ou bien il y a cette photo que j'adore. Sarah Bernhardt, elle part aux États-Unis, elle a fait des tournées, plusieurs tournées absolument triomphales aux États-Unis. Et par exemple, elle joue au fin fond du Texas, près de Dallas, sous une tente. Et c'est un succès dingue avec les cow-boys et les Indiens. Et à chaque tirade, on tire le fusil. Et vous la voyez, là c'est à la fin de sa vie, hein, elle pose devant la tente. Et puis c'est comme Taylor Swift parce qu'il y a une seule date. Donc, tout le monde veut absolument voir Sarah Bernhardt. En fait, il faut dire qu'on y est, qu'on a vu Sarah Bernhardt. Même si il fallait y aller. C'est ça. Fallait y être. Et donc, si vous voulez être aujourd'hui, il faut que vous voyez l'expo Sarah Bernhardt. Sinon, voilà. Oui. Là, il y a la liste des lieux où elle a joué, donc un et peu partout. Quand elle joue. Évidemment, elle arrive avec, on l'a déjà dit, hein, mais c'est 80 valises, c'est 400 paires de chaussures,
ses habits les plus à la mode, à la dernière mode parisienne. Et alors on lui fait des cadeaux. Et donc on lui a offert des lionceaux. Elle va dans les grands hôtels avec, alors pas avec son alligator, mais avec Feu Ali Gaga. Feu Ali Gaga, mais avec ses lionceaux, ses chiens. Et voilà, c'est toujours, c'est la star qui arrive avec les plus excentriques qu'on puisse C'est imaginer. vraiment celle qui a inventé ce concept-là, parce qu'il n'y a personne d'autre avant elle qui faisait Personne ça. d'autre avant elle. Et après elle, si, il y en a eu, mais pas autant. Mais pas autant. En tout cas, pas avec autant de talent qu'elle a pu avoir aussi. Non, Parce que tout le monde, comme on dit, c'est impossible de trouver quelqu'un qui... Ah, nous avons une question. Oui. On me demande, est-il vrai qu'à la fin, elle jouait assise? Oui, parce que en fait, pendant la Première Guerre, elle a dû se faire amputer du genou. Parce que notamment, en fait, elle adore jouer les rôles, elle adore mourir sur scène. Et il y avait un des rôles qui l'obligeait de sauter comme si elle tombait d'un balcon et parfois on oubliait de mettre le matelas qui avait en dessous. Et donc elle s'est abîmée à plusieurs reprises le genou et c'était une telle souffrance qu'elle a demandé à ce qu'on lui ampute la jambe. Et elle n'a jamais voulu porter sa jambe de bois et donc on l'a transportée en chaise porteur. Et par exemple pendant la Première Guerre mondiale, pour soutenir le moral des troupes, des soldats, elle s'est fait amener sur le front, jouer devant les soldats français pour leur remonter le moral, parce qu'elle était très patriotique aussi. Et rien ne l'arrête, donc elle continuait à jouer et elle reste debout ou assise ou elle se tient à une table comme ça pour pouvoir continuer à jouer avec une jambe en moins. Donc vraiment Sarah Bernhardt, c'est quand même, hein, c'est sa devise, même avec une jambe en moins, elle va jouer. Et d'ailleurs, elle joue 1 ou 2 jours avant sa mort, elle était encore en train de jouer au cinéma. Elle n'a jamais arrêté. Elle est morte de vieillesse. Elle avait 79 ans, ce qui était extrêmement âgé pour l'époque. Mais 2 jours avant, elle était encore en train Oui. de jouer. Et on va finir devant ces très beaux tableaux de Jules Bastien-Lepage. Oui. Alors, je crois qu'il y a une histoire un peu amusante avec ce portrait, non? Il est à propos présenté, non, c'est pas ça. Non, mais une petite étude. En fait, là vous montrez, c'est que tous les artistes de l'époque, tout le monde voulait. Alors à l'époque, il y a eu la photographie, donc tous les photographes voulaient la photographier et tous les peintres voulaient la peindre. Donc on a un nombre innombrable d'œuvres représentant Sarah Bernhardt. Très et d'ailleurs, vous la reconnaissez parce qu'elle est encore en blanc. Et là, vous voyez, il y a un travail extrêmement fin pour justement témoigner de la richesse de son vêtement, de ses ornements. Et puis Sarah Bernhardt, elle a une autre spécificité, non seulement elle est extrêmement fine et longiligne, mais elle a les cheveux bouclés, les cheveux très bouclés et un peu roux. Alors ça aussi, c'est tout à fait extravagant et un peu mousseux. Ça serait très à la mode. Voilà, exactement. Et on le voit, c'est comme ça qu'on la reconnaît avec les traits extrêmement fins. Et il voulait faire une œuvre d'art avec le portrait de Sarah Bernhardt. Et oui, alors, cette exposition, elle est donc où, Annick? Elle est au Petit Palais. Et si vous ne connaissez pas le Petit Palais, il faut que vous veniez. C'est au bout des Champs-Élysées, c'est à Paris, c'est au début des Champs-Élysées, c'est en face du Grand Palais qui est en travaux. Mais nous, on a une collection permanente. En plus, nos collections permanentes sont gratuites. Vous pouvez venir quand vous voulez. Sauf le lundi, c'est fermé. Voilà. Et autre chose, surprise, c'est qu'on a un petit jardin au centre de ce musée fabuleux. Très très beau. Et c'est un petit paradis, un havre de paix, un trésor. On n'entend plus la ville. Il y a un café, vous pouvez venir prendre un café, déjeuner, une tasse de thé. Et vous pourrez découvrir les collections permanentes. Et là, ça va de l'Antiquité grecque jusqu'à Monet, jusqu'à l'impressionnisme. Vous avez du Courbet aussi, vous avez plein de grands cheveux. Ah oui, ils sont magnifiques. Rodin, Rembrandt. Tout le monde y trouvera son compte, en tout cas au Petit Palais. Voilà. Il y en a pour tous. Une question. Est-elle l'actrice que veut absolument voir Proust dans La Recherche du temps perdu? Oui, c'est elle, c'est elle. Là, les références. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que dans cette époque-là, tout le monde l'adore. Oscar Wilde, il est transi devant Sarah Bernhardt. Edmond Rostand lui a écrit. Edmond Rostand lui a écrit un nombre de pièces innombrables, sont tous amoureux d'elle. Proust, Sacha Guitry.
Mark Twain, toute la révolutionnaire Louise Michel. Enfin, vraiment, elle fascine tout le monde, des femmes, des hommes. Victor Hugo, évidemment, le très très grand Victor Hugo, écrit pour Sarah Bernard. Et l'exposition se termine le 27 août. Donc vous avez le temps. Encore tout l'été. Voilà. C'est ouvert tous les jours sauf le lundi à partir de 10h et nous avons des nocturnes le vendredi et le samedi jusqu'à 20h. Non, vraiment, venez la voir, elle est vraiment très très belle. Il y a surtout plein d'objets un peu, oui, il y a 400 un peu dingues. 400 œuvres très diverses. On a vu que là, c'est même pas 50% de l'exposition. Il y a une partie où vous pouvez voir ses chaussures, il y a ses habits, il y a des coupes de champagne, il y a effectivement ces affiches qui sont incroyables, des tableaux, des vêtements, il y a tout, il y a des cuillères, des films. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire. Oui, on l'entend sa voix. Vous allez entendre aussi. sa voix, la voir au cinéma, puis la voir dans son intimité, jouer au tennis avec ses copains, ses copines. C'est une expo très complète. Dernière question. Y a-t-il des adaptations d'elle ou de sa vie? Eh bien justement, je posais la question tout à l'heure. Oui, alors il y a eu énormément de romans, il y a eu beaucoup de biographies, il en sort encore aujourd'hui. Et il y a des projets de films ou de séries, je ne peux pas en dire plus. Une série serait formidable. Voilà, donc normalement. Et il y a eu 2 très très beaux documentaires qui sont sortis récemment sur elle aussi. Qu'on peut retrouver, tu saurais où, Arte France 2 et Arte. Et Arte. Voilà, France 2, Arte. Ils sont très très bien, très documentés, très vivants et ça vous montre toutes les Sarah Bernard, tous les visages. C'est cette vie trépidante, incroyable, où elle a tout fait. Une vie passionnante, personnelle comme professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas pour clôturer ce live? Déjà, est-ce que ça vous a plu? On espère que ça vous a plu. Que le format vous plaît aussi, de live dans les musées, avec les directeurs et directrices des musées de Paris Musée. C'est des choses qu'on peut peut-être penser à refaire à l'avenir aussi, des lives régulièrement pour vous présenter les expositions qu'il y a et les personnes. Et comment? Ça vous a plu? Mais surtout, ce qu'on a très envie, c'est de vous accueillir dès demain matin pour venir voir l'exposition. Oui, et puis en plus, Sarah Bernard. Tout à fait. En plus, l'avantage de ces lives, c'est que pour les gens qui ne peuvent pas aller aussi à Paris, qui n'ont pas les moyens de venir à Paris, ça peut arriver aussi, de leur permettre de découvrir une partie de l'exposition et d'avoir une visite guidée très particulière, puisque vous êtes les seuls avec nous dans le musée. Le musée est complètement fermé. Donc, une découverte assez privilégiée d'une exposition. Je trouve ça assez chouette pour rendre aussi ces lieux accessibles en dehors du lieu. Tout à fait. Et de toute façon, tout le monde court derrière nous, c'est pour ça qu'on rit. Se cache. Vous pouvez aussi suivre les réseaux sociaux. Sarah Bernard, elle a un compte officiel, Sarah Bernard officiel, et tous les jours, on raconte sa vie. Sur Instagram. Voilà. Et voilà. Et c'est très très riche. Et le Petit Palais aussi. Donc Paris Musée, là où vous êtes également, qui vous présente en revanche toutes les expositions de tous les musées de Paris Musée. Donc il y a de quoi faire. Mais voilà, pour conclure, cette exposition, vraiment, elle est absolument formidable. Et ça parle aussi d'une femme, dans une époque où il n'y en avait pas beaucoup qui étaient aussi mises en avant, et qui a surpassé beaucoup d'hommes, parce que qui et quels hommes à cette époque-là peuvent se vanter d'avoir été sur des affiches, peintres, sculpteurs, écrivains, dramaturges dans des films. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une femme exceptionnelle. On espère que ça vous a plu. On est très heureux d'avoir pu faire ça avec vous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.